Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. À nouveau, je suis super contente de te retrouver pour un topo lecture. Ici, je suis un petit peu en retard, donc ce sont encore des lectures de mars et comme ça tu le sais déjà, les deux prochains topo lectures, ce seront également des lectures de mars. Je vais essayer de les poster de manière un peu plus rapprochée, comme ça je vais essayer d'être un petit peu à jour. Pour aujourd'hui, je vais te proposer 6 lectures. Il y a du contemporain, de la poésie, il y a un roman d'anticipation, un essai et un roman fantastique thriller. Donc encore une fois, on va dans pas mal de genres. Le premier que je te présente, c'est Le Vieil Incendie d'Elisa Choix du Sapin aux éditions Zoé. C'est un court roman qui a été écrit en 2023. Ici, on suit l'histoire de deux sœurs, Agathe et Vera. Agathe a 30 ans et Vera en a 27. Elles ne se sont plus vues depuis 15 ans et elles se retrouvent à l'occasion du décès de leur papa, puisqu'il faut du coup, vu le décès, vider la maison et vider les affaires de leur père. Agathe décide de retrouver Vera pour l'aider, qu'elle ne se sente pas seule dans cette épreuve. Du coup, c'est le retour d'Agathe. Mais ce qu'on apprend petit à petit, c'est que ça fait 15 ans qu'elles ne se sont plus vues, puisque Agathe est partie vers ses 15 ans aux États-Unis. Et le problème qu'il y a en parallèle, c'est que Vera, vers ses 6 ans, n'a plus parlé. Donc quand Agathe est partie, évidemment la communication par téléphone était un peu compliquée, puis Agathe était jeune, donc elle communiquait au début avec son papa, et voilà, évidemment, de fil en aiguille, elle a de moins en moins parlé à son papa et à sa sœur du coup. Donc ici, le retour d'Agathe et le roman se centre sur la relation entre les deux sœurs, ce qu'il s'est passé dans le passé, les relations qu'elles ont avec leurs parents et comment est-ce qu'elles en sont arrivées là. Évidemment, c'est une relation qui a quelques jours pour évoluer ou pas. Et c'est ce que tu peux retrouver dans ce roman. C'est un peu compliqué de parler de cette histoire parce que je crois que comme beaucoup d'ouvrages, c'est un petit peu la sensibilité, la résonance qu'on peut avoir avec le personnage ou avec les thématiques qui font qu'on va apprécier ou pas et on peut adhérer d'un coup ou pas. Ici, tu l'auras un peu compris à cette petite intro. Moi, j'ai trouvé la lecture un peu moyenne, encore une fois. Pourtant, je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce livre. Je trouvais que la lecture, l'écriture était bien, mais sans qu'elle soit waouh. J'ai pas ressenti par contre beaucoup d'émotions pour les personnages, et ça c'est peut-être aussi parce qu'on reste avec le point de vue d'Agathe à la première personne, sans avoir le point de vue de Vera. Peut-être que ça aurait changé un petit peu la manière de voir la relation, d'avoir ces deux côtés. Le parti pris ici de l'autrice, c'était de rester avec Agathe, mais j'ai pas su accrocher à sa personnalité. Et j'ai trouvé que finalement le récit était peu intéressant. Souvent, je me suis ennuyée dans le récit. Donc voilà, moi, ça ne l'a pas fait. Pour moi, c'est une lecture qui est moyenne, mais sans que je retrouve de gros défauts. C'est vraiment moi par rapport au livre et avec ce que j'ai ressenti ou non avec les protagonistes. Voilà pour ce roman-là. J'enchaîne avec un essai. C'est d'Anaïs Nin. Ça s'appelle « Être une femme et autres essais ». À la base, c'est édité par quelqu'un d'autre, mais ça a été réédité par le livre de poche très récemment. Le principe de cet essai, c'est qu'Anaïs Nin, déjà dans les années 70, a regroupé toute une série d'articles, d'interviews, de pensées sous forme écrite, et les a rassemblés pour en former un tout, sous cette forme en tout cas sous le nom de Être une femme et autres essais. Anaïs Nin, elle est née en 1903 et elle est décédée en 1977. Et ici, ce sont des publications ou des articles qui datent de la fin de sa vie, donc fin 60 et principalement les années 1970. J'ai vraiment adoré cet essai parce que d'entrée de jeu, ça nous permet de comprendre un peu plus qui était Anaïs Nin et ce qu'elle pensait. Pour moi, cet objectif est vraiment atteint parce que je ne la connaissais pas bien. J'ai jamais lu d'ouvrage d'Anaïs Nin. Je n'ai lu qu'une biographie, pas la biographie, mais le roman graphique intitulé Anaïs Nin. Et sinon, j'avais les correspondances entre Anaïs Nin et Henry Miller, mais je l'ai lu assez jeune et donc j'avais abandonné ma lecture. J'avais envie de reprendre quelque chose qui pouvait me donner des bases et des clés de compréhension de
de la personne. Et c'est chose faite parce que ici, on a 3 parties dans l'essai. On a une partie sur les hommes, les femmes, le féminisme, la féminité, la sexualité féminine, le rapport entre les hommes et les femmes. On a une deuxième partie sur les livres, la musique et les films qui étaient appréciés d'Anaïs Nin et pourquoi est-ce qu'elle les a appréciés. Et puis on a une troisième partie avec les lieux qui étaient des lieux appréciés également d'Anaïs Nin. Je ne vais pas te faire un résumé de tout ce qui a été dit parce que ce serait évidemment trop long et là je t'invite à le lire. Mais je trouve ça chouette de pouvoir partager les différentes thématiques, ou en tout cas quelques thématiques que j'ai vraiment appréciées dans l'ouvrage. Elle parle par exemple de la sexualité, de l'érotisme féminin, en expliquant que c'est important que, évidemment, des autrices ou des femmes écrivent sur le sujet, comme ça on peut avoir aussi le point de vue d'une femme. Puis elle explique que la sexualité peut être multiple, évidemment, puisqu'elle est différente pour chaque femme, et donc c'est pas une sexualité. Elle parle de l'importance de créer, l'importance de la création ou de la créativité, sans parler d'une création artiste, donc c'est-à-dire un sculpteur, un écrivain, enfin voilà, ce qu'on met derrière les créations habituellement. Ici, c'est vraiment de manière large, c'est essayer d'être dans ce qu'on peut créer, même si c'est à une petite échelle. Et puis l'importance aussi du développement personnel, puisque pour elle, quand une personne peut se développer, se connaître, sortir de ses failles, eh bien, on peut contribuer du coup au social, aux autres. Et donc c'est une dimension que j'apprécie particulièrement, de par ma formation et de par l'évolution de ma vie. Donc ça m'a évidemment fort parlé qu'elle mette ça en avant, avec des références aussi avec le besoin d'avoir un espace à soi. Elle fait référence évidemment à Virginia Woolf et Une chambre à soi. Elle explique également que tant les hommes que les femmes ont les facettes masculines et féminines. Et puis elle parle de l'importance de l'humanisme, d'essayer de ne pas être dans une révolte ou d'être dans la colère, mais d'être plutôt dans l'épanouissement et pouvoir se libérer de certaines choses, mais dans la plénitude. Alors elle parle encore de quoi? Donc tu vois, ça brasse pas mal de sujets super intéressants. On pourrait vraiment s'appesantir sur chacun de ces sujets. C'est une grande modernité aussi. La partie sur les livres, donc là elle fait référence à certaines héroïnes puisqu'elle évoque le besoin pour les femmes d'avoir des héroïnes aussi. Et pour elle, en tout cas elle met en avant Romaine Brooks, Yoko Ono et Lou Andreas Salomé. Du coup, on en apprend aussi, on a envie de creuser quand on ne les connaît pas très bien, on a envie de creuser aussi les biographies et ce qu'ont réalisé ces femmes-là. Donc ça nous donne de la matière aussi pour approfondir. Donc tu l'auras compris, ici moi c'est vraiment une lecture qui m'a enthousiasmée. Je trouve que c'est un essai qui est très clair, les propos sont bien construits, il y a une explication, un petit résumé qui conclut, c'est hyper clair et marquant. Moi j'ai trouvé que, comme je le disais, elle est supramoderne parce que beaucoup de thématiques sont reprises à l'heure actuelle. C'est un peu ce que je disais pour Benoît de Groult, mais ici également. On parle de plus en plus de la sexualité des femmes, du besoin d'avoir des héroïnes, de parler des femmes qui sont oubliées, et ça, elle le met aussi en avant. C'est chouette de pouvoir revenir aux bases et d'en apprendre vraiment davantage sur ces femmes et ces personnes qui ont essayé de changer les mentalités et les façons de voir et de penser. Ce que je peux lui reprocher, c'est que je l'ai dit au tout début, c'est un petit peu inégal parce qu'évidemment, en fonction des sujets ou des thématiques, tu vas accrocher plus ou moins avec certaines. Celles que j'ai évoquées sont celles qui m'ont parlé, certaines autres m'ont moins parlé. Donc évidemment, on passe dans le texte avec des intérêts divers. Et au niveau des parties, j'ai trouvé aussi que la première partie était excellente, la deuxième partie très intéressante, et là aussi j'ai pioché. Par contre, dans la troisième partie, j'ai trouvé que ça avait un petit peu moins d'intérêt, même si ce sont des lieux qu'on a envie de découvrir. Je t'invite en tout cas, je te conseille cet ouvrage si tu veux en apprendre davantage sur Anaïs Nin. Le troisième roman, c'est Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud et ça a été édité en 2024. C'est une somme de poèmes en prose qu'il a posté sur Instagram pendant quelques années. Il parle dans ses différents paragraphes de la relation qu'il a eue avec une femme alors qu'elle était mariée,
sa passion pour cette femme, et aussi et surtout pour moi, le temps qui passe, le besoin du coup de profiter de la vie, même si les événements qu'on choisit ou qu'on vit ne sont pas les plus sains ou les plus positifs, mais il y a vraiment cet aspect, cette idée de vivre pleinement sa vie, puisque le temps nous est compté. Donc, à petite dose et par petites touches, il nous fait comprendre ce qu'il a vécu et il nous fait entrer dans des petits événements, épisodes de sa vie. Même si ce sont des petits passages déconnectés, moi j'ai trouvé que le tout formait quelque chose de cohérent et qui évoluait bien grâce à ces 3 parties. La dernière partie, ou en tout cas les 2 dernières parties, pour moi donnaient beaucoup d'ampleur au texte et étaient plus intéressantes que sa passion en elle-même. C'est pour ça que je trouve que le tout est cohérent et donne de l'ampleur. C'est parce qu'on a une évolution de niveau, un passage de niveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est dans la passion, et puis alors on a grandi le scope avec des thématiques liées à la jeunesse, aux enfants qui grandissent, et on termine avec la vieillesse et le temps qui passe ou qui est passé. Il y a dans le texte plusieurs illustrations. Ça, en fonction de sa sensibilité également, on va être touché, interpellé, ou on va apprécier les graphismes ou non. Moi, j'ai été moins séduite. Par contre, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture que j'ai trouvé très beau. J'ai trouvé que le phrasier était très particulier, les mots étaient bien choisis. On avait l'impression pour moi que chaque mot avait sa place. Et on est parfois dans un flot de paroles et je me laissais aller comme si j'étais portée par des vagues. Et donc, je me surprenais moi-même à me dire « Ah, mais tiens, je me rends compte que l'écriture m'a porté, m'a fait avancer vite dans ma lecture et j'avais envie de revenir pour relire et réapprécier les mots. » Donc moi, ça a été quelque chose de très appréciable et qui a bien fonctionné. Les phrases étaient soutenues, châtiées, et pour moi, sonnaient extrêmement bien et formaient un tout très poétique. C'est un ouvrage que je te conseille, en tout cas que j'ai apprécié. J'enchaîne ensuite avec 2060 de Lorraine Bastide. Ici, c'est édité au Diable Vauvert et ça a été écrit en 2023. C'est un tout petit livre d'anticipation. En 2060, ce sera l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse a été fixé, on sait le jour, l'année précis de quand ça va se passer. Et dans ce nouveau court-ouvrage, on suit un personnage, une femme, qui n'est jamais citée d'ailleurs, qui n'est jamais nommée. On emploie le « elle » pour parler de ce personnage. On suit ce personnage, cette femme, heure par heure, dans son quotidien, dans ses réflexions et dans un flashback entre le passé, où elle se remémore ce qu'elle a vécu et où on comprend petit à petit comment est-ce qu'elle en est arrivée là où elle en est au moment où on commence le récit, et puis des moments dans le présent avec ses actions et ses pensées dans le quotidien. Ici, un peu comme pour Le Vieil Incendie, je suis ressortie un peu mitigée parce qu'il y avait tout pour me plaire dans ce récit. Déjà, le thème de l'anticipation, du post-apo, c'est une héroïne qui est engagée, qui est forte, il y a des thématiques derrière, avec des combats contre le racisme, contre ou pour l'écologie. Il y a tout un contexte politique qui est évoqué. Mais je suis restée en surface, malheureusement. Je n'ai pas accroché au personnage, en tout cas je n'ai pas ressenti d'émotion non plus, donc je n'avais pas ces enjeux. L'écriture, à nouveau, je n'ai rien à reprocher, je trouve que c'était en douceur, mais ça restait un peu plat pour le coup. Et du coup, je suis restée avec ce sentiment tout au long de ma lecture. Et quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, ok, entre guillemets, tout ça pour ça, parce que je me suis dit, ok, si on ne fait rien, on court à la catastrophe, mais c'est un petit peu tout, ce avec quoi je suis ressortie. Donc, malheureusement, ça ne l'a pas tout à fait, ça reste une lecture moyenne, voilà. L'avant-dernier de cette sélection, en tout cas de ce que j'ai à te présenter aujourd'hui, c'est La route obscure de Serge Brussolo. On est aux éditions de Noël et il a écrit cela en 1993. C'est mon premier Brussolo et pas le dernier. Il faut savoir que Adeline de la chaîne Bouliche Bouquiche et Katarzyna de la chaîne Livre et Sac à dos en ont beaucoup parlé, et du coup c'est grâce à elle que quand je suis tombée sur ce livre en bibliothèque, que je l'ai pris, et je ne suis vraiment pas déçue parce que j'ai été séduite par son écriture et l'ambiance. Je trouve que c'est la première chose que je peux dire, c'est qu'on plonge tout de suite dans cette histoire, on a tout de suite le contexte, on a l'atmosphère, et on a également les personnalités des personnages, que je trouve
extrêmement bien fait. La route obscure, ça nous narre l'histoire, la vie, en tout cas à un moment donné, de Marie, même si elle revient dans le passé avec ce qu'elle a vécu. On suit donc Marie qui a 19 ans, qui est orpheline, qui est pauvre, qui est sur les routes et qui, pour gagner sa vie, travaille dans une baraque chez les forains, et c'est la baraque de la loterie. Un jour, un vieil homme vient, joue et gagne à plusieurs reprises. Quand elle l'interroge sur comment ça se fait, est-ce que ça lui arrive souvent, il lui explique qu'il a fait appel à une association, à SOS Horoscope, et que grâce à eux, il sait les bons jours, ce qu'il doit faire, les bons choix à effectuer. C'est donc le point de basculement pour Marie qui, à ce moment-là, évidemment, se demande si elle doit faire le même choix, si elle doit faire appel à eux, et ce qu'elle pourrait gagner à changer sa vie, et est-ce que c'est une arnaque ou pas? Voilà, d'entrée de jeu, elle se pose ces questions. Et donc je te laisse découvrir évidemment le choix qu'elle va faire et ce qui va en découler. Comme je le disais dès le début, Brussolo dresse vraiment bien tout l'environnement et les personnages. Il y avait aussi des petits traits d'humour dans le texte, ce qui n'est pas désagréable. Marie a des réflexions et elle est extrêmement bien crédible, je trouve. Elle est très authentique dans ses pensées, dans ses doutes, ses choix, ses hésitations. Et ça, c'est très bien fait. Je me suis surprise à plusieurs moments à me dire enfin, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et 3 phrases après, eh bien, Marie se posait les mêmes questions. Donc, j'ai trouvé vraiment ça très malin comme manière de faire. La fin est très intelligente et permet d'avoir une autre lecture sur le texte. Il y a pas mal de suspense et de rebondissements. Et on a le tout avec une originalité dans le sujet. Je trouve donc que c'est une grande réussite. C'est loin d'être juste du divertissement parce qu'il y a des thématiques comme le destin, le choix qu'on peut faire pour influencer sa vie, ou les choix donc des actions pour influencer sa vie, et les épreuves dans son passé qui peuvent nous hanter et impacter également les choix qu'on peut faire. Donc il y a aussi des thématiques en fond. Je te le conseille, et je termine le topo lecture avec Une échelle de poche pour atteindre le ciel de Souad Labise aux éditions des Lisières, et ça a été traduit en arabe par Raïl Bali. On a un petit recueil de poésie dans lequel on a la partie en arabe et puis la partie traduite. Ici, on a les thématiques de l'amour entre 2 femmes. On a la question de l'attente de l'autre, du désir que la narratrice a pour son amante, et le fait que parfois elle doit l'attendre, ou elle ne sait pas si elle va venir, ou faire le deuil de la relation, ainsi que tout ce que son amante représente pour elle. C'est une très belle plume, j'ai beaucoup aimé, j'ai été très sensible à cette écriture, parce que je pense aussi que c'est assez concret. Donc les mots me parlent, je comprends le sens de chacun des poèmes, et je peux me centrer, ou en tout cas je peux être un peu plus, me laisser porter par la musicalité des mots. Je me rends compte que quand la poésie est trop abstraite, évidemment, ça peut être compliqué d'être dans l'émotion pure. J'ai quand même besoin d'avoir certaines attaches, certaines assises de compréhension, en tout cas, et de réalisme pour mieux apprécier la musicalité du poème. Ici, j'ai retrouvé ça, j'ai pu me laisser porter, et pour te donner un petit aperçu, j'avais envie de te lire un court poème que j'avais vraiment beaucoup aimé. Si tu reviens sans moi vers la rivière où nous n'allons plus, n'oublie pas cet air d'accordéon. Nous l'avions fredonné. Si tu danses seul, la rivière ralentira un instant son cours pour se souvenir de chacun de nos pas. Voilà, ça c'est un peu c'est totalement le style de ce recueil. Voilà pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que j'ai pu te donner des idées de lecture, que ce soit pour ceux que j'aimais ou non, parce que finalement, peut-être que si tu aimes ceux que je n'aime pas, eh bien tu pourras lire tous ceux que je n'aime pas, que je n'ai pas aimés. C'est aussi une manière de voir les choses. Je te dis à très bientôt, que le plaisir de lire soit avec toi.